Oui, j'ai. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue Chloé, merci d'être avec nous. Donc, nous recevons ce soir dans le cadre des webinaires du Réseau canadien pour l'enseignement des sciences sociales du Canada. Donc, on reçoit Chloé du centre Samara, donc, qui va nous présenter donc, un projet de webinaire exploité en classe avec les élèves. Alors, Chloé. Merci beaucoup, Rémi. C'est ça, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis Chloé Hill, coordonnatrice de recherche avec le Centre Samara pour la démocratie. J'ai aussi eu le plaisir d'être l'animatrice du balado dont nous allons discuter ce soir. Alors, j'ai préparé une présentation que je vais mettre à l'écran. Ici. Je vais voir. Je vais commencer du début. Est-ce que vous voyez les diapos? Un petit coup de pouce. Oui, 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 très super, bien, on voit très excellent. bien. Merci beaucoup. Alors, je vais juste voir mes notes ici. Alors, c'est sûr, merci encore une fois aussi au réseau de m'avoir accueilli et vraiment de mettre en place ce webinaire aujourd'hui. Je suis ici pour présenter le travail du Centre Samara pour la démocratie. Je vais commencer un peu avec le mandat du Centre Samara pour ensuite parler un peu de l'historique de nos projets de recherche. Et je conclurai en mettant l'accent sur le balado, le nouveau balado et les ressources d'apprentissage que nous avons créées avec le réseau. Et cette session se veut informelle, alors n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Alors, comme vous le voyez à l'écran ici, le Centre Samara pour la démocratie est une organisation nationale, caritative, non partisane, qui s'engage vraiment à garantir une culture démocratique accessible, réactive et inclusive au Canada. On fait cela, c'est vraiment la majorité de ce qu'on fait, c'est on produit de la recherche novatrice et des événements dynamiques qui favorisent une culture de l'engagement civique à travers le Canada. Et en faisant cela, on est devenu une ressource de choix pour les citoyens actifs et les dirigeants publics, ainsi que les médias. Et nous nous sommes établis en tant qu'experts vraiment en étudiant l'expérience des députés fédéraux depuis plus d'une décennie. Plus précisément, c'est comme vous le voyez ici, c'est le projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes et qui a commencé en 2008. Et depuis 2008, nous avons mené déjà 165 entrevues avec des députés sortants au sein de 6 parlements différents, alors du 38e au 43e parlement, de toutes les couleurs politiques, vraiment dans le but d'entreprendre davantage sur la pratique de la politique au Canada. L'objectif de ce projet est aussi d'obtenir et d'analyser des données importantes et de les utiliser pour faire un bilan de santé de notre démocratie. Les questions aussi qu'on a posées à tous les anciens députés étaient vastes et c'était sur leur parcours politique, à la façon de naviguer dans la dynamique du pouvoir des partis politiques. Ces conversations ont eu pour but de démystifier la vie dans la Chambre des communes. Nous cherchons également à identifier la façon dont le leadership politique peut évoluer devant les défis auxquels font face notre culture démocratique. Des analyses tirées du projet d'entrevue avec les députés sortants ont été consignées dans de nombreux rapports, ainsi que ces 2 livres ici qui ont été publiés dans les années précédentes. On s'attend à publier un autre rapport aussi avec les entrevues qu'on vient juste de combler. Alors, ces documents ont été utilisés dans des débats parlementaires lors de la création de la loi instituant des réformes et ont aussi reçu une importante couverture médiatique. Ils sont fréquemment cités par les professeurs universitaires et sont une ressource essentielle pour les députés qui débutent et les personnes qui souhaitent faire une carrière dans le domaine. Ce qui revient souvent dans cette étude est la candeur des personnes interrogées et leur désir de poser les bases d'un meilleur avenir politique, même si celui ne les implique pas directement. Et pour étendre la portée de cette recherche et vraiment mettre en évidence les résultats du plus récent projet,
le Centre Samara a créé un balado, en fait 2 balados, un en anglais et un en français, avec les voix d'anciens députés. Celui en anglais, Humans on the House, regroupe les expériences par thème, notamment ce qui pousse les gens à se représenter à un poste politique, ce qu'il en est du travail, de l'accompagnement reçu lors de leur mandat et de la vie après la politique. La version française qu'on voit ici, Les personnages de la Chambre, est un balado qui présente 6 anciens députés de la Chambre des communes du Canada qui décrivent dans leur propre voix la réalité de cette profession. Et c'est une série de 6 parties qui présentent des témoignages des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021, c'est-à-dire des 42e et 43e législatures du Canada. Ce balado présente des témoignages des libéraux, Mme Linda Lapointe, M. Rémy Massé, Jean-Claude Poisson, et les néo-démocrates, M. Guy Caron et M. Mathieu Dubé, et le conservateur, M. Stephen Blaney. Et c'est sûr que nous sommes très reconnaissants de leur participation, car chacun d'entre eux se sont exprimés très franchement de leur expérience vécue. Dans chaque épisode, on découvre leur expérience à la Chambre des communes et on entend leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. Et alors, comme je l'ai mentionné auparavant, Humans of the House suit plutôt un récit thématique, alors que les personnages de la Chambre suivent le format de longues entrevues avec un invité par épisode. Alors, et pour vous donner une meilleure idée de la série et pour éveiller votre intérêt un peu, je vais vous jouer la bande-annonce du balado. Vous savez tous à quoi ressemble le discours des politiciens dans l'exercice de leurs fonctions. Pourtant, c'est quand ils quittent leur poste qu'ils partagent ce qu'ils ont vraiment en tête. J'ai écouté une demi-douzaine d'anciens et d'anciennes députés canadiens expliquer, dans leurs propres termes, on est même plus intéressé à pouvoir promouvoir la vérité. En quoi consiste vraiment leur travail? Au début, les jeunes députés, on se faisait tabasser pas mal. Les gens n'avaient pas confiance. Leur histoire globale depuis le tout début. J'ai jamais pensé faire de la politique. J'ai pas beaucoup d'éducation, mais avec du cœur, on peut aller pas mal loin. Les raisons qui les ont poussés à quitter leur fonction. Il y a des normes, il y a des limites qu'on ne va pas dépasser. C'est difficile, c'est pas facile. Et il y a des gens qui tombent de haut, là. Et ce que servir leur communauté leur a coûté sur le plan personnel et professionnel. J'avais peur que mon corps me laisse tomber. Vous pouvez écouter tous ces récits dans Les personnages de la Chambre, un nouveau balado diffusé par le Centre Samara pour la démocratie. Rejoignez-moi, Chloé Hill, pour découvrir l'aspect humain de la politique. Vous ne manquerez pas d'être surpris, voire ému par les récits véridiques des députés. Suivez Les personnages de la Chambre sur votre application de balado préférée. Alors voilà, voici l'annonce qui contient les extraits de tous les invités et présente vraiment une excellente vue d'ensemble des sujets et des thèmes abordés. Je souhaite également aussi présenter un extrait de ma conversation avec M. Rémy Massé, qui a représenté la succursale d'Avignon, la Métis Métapédia à Québec aussi, entre 2015 et 2019. Mettre en place. Et pouvez-vous décrire la culture du travail au Parlement? La culture du travail au Parlement. Bonne question. D'abord, c'est un travail, ceux qui le veulent, c'est un travail qui est hyper exigeant parce que c'est de nombreuses heures de travail. Moi, je disais souvent que le rôle du député, je vais revenir à Ottawa, là, mais le rôle du député, et c'est le cas, là, c'est 7 jours sur 7, 18 heures par jour. Donc, surtout lorsque tu es en région. Quand tu pars d'Ottawa, on s'attend à ce que tu participes à toutes sortes d'activités. On t'invite, il faut que tu sois visible partout. C'est pas comme un député à Montréal sa circonscription fait 3 coins de rue. Là. Nous, comme je te dis, c'est 50 villes et villages, c'est 50 maires, 50 conseils de ville et tout, 4 MRC, bref. Donc, lorsqu'on arrive à Ottawa, évidemment aussi, on est convoqué. Moi, le rôle que j'avais, en plus d'être député, d'être président du caucus, puis après secrétaire parlementaire. Donc, on nous demande plusieurs rencontres à Ottawa.
On siège sur des comités. Ensuite de ça, on a évidemment les rencontres de caucus, les rencontres pour faire avancer nos dossiers, les rencontres avec les cabinets des ministres. Et tu te souviens, là, on a eu les votes qui arrivent souvent en soirée. On a eu des votes qui ont duré pendant pratiquement 36 heures à quelques reprises. C'est une job de fou, là. Mais moi, j'ai adoré ça. Donc, c'est très exigeant. J'ai la chance d'avoir une conjointe extraordinaire. Là. Ça fait que, et je me sentais pas coupable lorsque j'étais à Ottawa de rentrer à 11 heures le soir puis de recommencer le lendemain matin de bonne heure. Donc, si ma conjointe avait été et mes enfants avaient été à Ottawa, ça aurait été plus difficile. Mais c'est ça me donnait une certaine flexibilité là, d'être installé aussi à Ottawa là, pendant qu'on siégeait. Là. Alors, est-ce que cela vous a affecté? Excellent. Alors, j'ai beaucoup appris lors de cette conversation avec M. Rémy Massé. Et j'ai trouvé que cet extrait aussi aborde des thèmes importants comme comment le travail est exigeant, la différence entre les circonscriptions et les avantages d'un soutien familial aussi pour vraiment tout au long du mandat d'un député. Mettre en place. OK, excellent. Alors, suite au développement de cette série de balados, le Centre Samara pour la démocratie a entrepris un partenariat avec le Réseau pour l'enseignement des sciences sociales du Canada dans le but de créer des ressources curriculaires sur la base de notre balado, Les personnages de la Chambre. Alors, grâce à l'aide du réseau, nous avons créé un dossier éducatif qui est en lien avec le balado, qui comporte des entrevues de 6 anciens députés francophones. Vous allez voir sur l'écran ici la première de 4 activités qui portent sur la francophonie, un autre thème dont je tiens à cœur et qui est revenu souvent dans les entrevues aussi. L'objectif de cette activité est d'explorer la perspective d'un ou une députée à la Chambre des communes face à la francophonie au Canada. Ici, on invite les étudiants à écouter un extrait de l'épisode qui présente Mme Linda Lapointe et à répondre à 4 questions. Alors, encore ici, j'ai retiré l'extrait que nous puissions écouter ensemble avant d'aborder les questions. Tout ça, alors ça l'a fait beaucoup. Mais il y avait aussi, on m'a demandé de siéger sur le comité des langues officielles. Moi, je suis une francophone dans la région de Montréal. J'ai toujours vécu en français. Oui, dans ma circonscription, il y a une minorité anglophone importante, mais les enjeux, je les vivais pas comme l'anglophone dans ma circonscription. Et ceux qui siégeaient avec moi, c'était des francophones, de minorités francophones à l'extérieur du Québec. Alors, j'ai énormément appris sur cet enjeu-là. J'ai été beaucoup plus sensible à beaucoup d'enjeux. Ce qui touche énormément les gens, lorsque tu es en minorité linguistique, c'est la santé et la justice. C'est quelque chose que lorsque tu es soit dans un problème de santé ou en train de t'exprimer dans un enjeu aussi sensible que tu es en justice, il faut que tu reviennes à ta langue maternelle pour avoir les mots les plus sensibles possibles. Puis, quand j'avais commencé à siéger à Ottawa, il y a quelqu'un, un député, qui m'avait dit « Tu sais, Linda, il n'y a pas une deuxième langue officielle, il y a 2 langues officielles. Ils sont sur le même pied. Alors, il faut toujours les traiter au même niveau, mais s'attendre à ce que ça soit traité du même niveau. » Donc, j'ai trouvé ça, pour moi, apprendre ça, ça a été très important. Comment avez-vous trouvé ces questions-là relatives à la langue ont été perçues et priorisées? Bien, en tout cas, dans notre gouvernement, avec Justin Trudeau, c'est sûr et certain que pour lui, de toute façon, c'était le gouvernement libéral, il y a 50 ans, qui avait mis en place la loi sur les langues officielles. À ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. On est en Amérique, le français, c'est sûr qui est minoritaire. Et je dis, tout ce qui est sur le web est très, très majoritairement en anglais. Puis, c'est pas une critique ce que je veux dire là, mais mes enfants, là, c'est des adultes maintenant, mais pour eux, puis c'est pas juste mes enfants, là, les jeunes, pour eux, c'est beaucoup plus... C'est facile. Puis, je suis pas sûre s'ils réalisent la précarité qu'on a du français. Il faut continuer à la faire valoir. Il faut s'assurer que notre français, il va rester, il est là pour rester. Mettre des mesures en place pour que ça reste. Est-ce que la question de sécurité linguistique ou d'insécurité linguistique s'est aussi posée dans votre travail? En fait, il faut l'expliquer à ceux qui n'ont jamais eu à vivre cette situation-là. Je veux dire, si
Bon, on va prendre les Franco-Ontariens, ont dû se battre énormément pour avoir les avantages de ce que la Charte des droits et libertés leur donnait. Au Nouveau-Brunswick, ça a été la province bilingue tout le temps, pas nécessairement plus facile. Et puis les autres provinces des Maritimes, je vais prendre l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. Il y a des Acadiens encore, mais ils ont eu plus de difficultés à avoir leur service en français. Terre-Neuve-Labrador, ben c'est quand même, ils se sont joints en dernier, ça fait quoi, en 40? Je ne veux pas me tromper dans l'année, mais c'est les derniers qui ont rentré dans la Confédération. Mais il faut l'expliquer à ceux qui n'ont pas, aux députés, leur expliquer d'où ça vient. Il y a beaucoup de députés, c'est un constat, qui ne sont pas nés au Canada, qui sont issus de la deuxième génération d'immigration, puis qui connaissent peut-être pas l'histoire du Québec. Ben, il faut le dire, l'histoire du Québec, mais l'histoire des francophones en Amérique. Il faut l'expliquer puis dire, ben regarde, c'est là depuis plus de 400 ans, puis on est là. Excellent. Alors, ça, c'est l'extrait à laquelle on fait référence dans l'exercice ici. Et suite à une écoute de ça, soit individuelle ou de façon en groupe, dans une classe, les étudiants et les enseignants peuvent répondre aux questions qui sont aussi sur l'écran ici. Alors, notamment de décrire l'expérience personnelle de Madame Lapointe face à la francophonie comme québécoise de Montréal. Aussi, ce qu'elle partage face à son apprentissage vis-à-vis des minorités francophones à l'extérieur du Québec. Elle mentionne aussi la loi sur les langues officielles du Canada. Alors, on demande aux étudiants d'élaborer sur ce que c'est. Et aussi l'expression, lorsque Mme Lapointe dit « il faut faire valoir le français », qu'est-ce qu'elle veut dire par cela? Aussi, le thème d'insécurité linguistique, c'est sûr que c'est un thème qui revient souvent aussi dans les discussions. Alors, on a une question ici qui demande d'expliquer ce que Mme Lapointe partage face à ce concept-là. Et c'est sûr que tous les enseignants, en fait, tous les 6 anciens députés dont nous avons eu une conversation entrevuée ont fait face à des défis uniques. Et ce sont tous des députés québécois aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a des complexités un peu plus supplémentaires qui sont liées au français qu'on a pu voir. Ici aussi, on a trouvé que dans un langage clair et avec des exemples précis, Mme Lapointe souligne la vigilance et l'importance qu'elle accorde au fait de parler et d'utiliser le français à la Chambre des communes. Et on voit aussi, il y a vraiment une fierté aussi qui ressort de toutes les entrevues aussi, dans les autres épisodes aussi. Tout ça, alors, ça l'a fait beaucoup, mais il y a... Alors, ici, on voit aussi activité numéro 1, alors, on a vu sur l'autre diapo, c'était un pré-activité ou une mini-activité, alors que nous avons aussi créé 3 activités qui sont divisées en 3 sous-activités, la pré-écoute, écoute et post-écoute. Alors, ici, on voit un exemple de pré-écoute. Alors, et avec ces 3 activités aussi, j'aimerais souligner qu'on a une feuille de directive aussi qui a été préparée pour guider les éducateurs à travers les exercices. Sur cette feuille, on énumère également les matériaux nécessaires à avoir, soit un ordinateur ou tablette, des écouteurs, accès aux balados-diffusion et accès aux exercices. Alors ici, vous voyez l'activité numéro 1, pré-écoute sur le thème de engagement civique. Ici, on voit les questions de discussion qui sont rédigées aussi pour faire entamer le processus de réflexion. Ici, on demande aux étudiants de réfléchir aux enjeux qui leur tiennent à cœur et qu'est-ce qu'ils pourraient faire, en fait, quel serait leur objectif de faire face à cette cause et comment ils peuvent atteindre cet objectif. Toutes les questions sont larges et ouvertes afin de les situer dans les réalités et les enjeux qui sont confrontés par les députés. Et on finit ici par poser la question un peu plus large aussi. Est-ce que tu te présenterais aux élections pour atteindre ton objectif? Pourquoi ou pourquoi pas?
Excellent. Alors ici, on a un exemple d'activité écoute. Alors ici, on demande aux étudiants d'écouter des extraits de balado, comme nous l'avons fait un peu plus tôt aujourd'hui, et de déterminer si, pour chaque des anciens députés énumérés ici, les besoins de leur circonscription étaient conformes aux lignes directrices de leur politique, de leur parti politique. Alors, ici, on demande, il y a une recherche initiale est requise aussi pour découvrir le parti politique et la circonscription de chaque des anciens députés. C'est aussi indiqué au début de chaque balado, mais dépendamment s'ils écoutent juste l'extrait, c'est ça, une petite recherche est requise. L'exercice conclut aussi avec une question de réflexion. Quels sont les défis auxquels les députés pourraient être confrontés lorsqu'ils doivent représenter leur circonscription tout en respectant les intérêts politiques de leur parti? Et c'est une question aussi qui revient lors des entrevues et c'est ça. Ici, le dernier exemple s'agit de celui post-écoute qui est relié au thème des défis de la vie politique. Alors, M. Stephen Blaney, M. Mathieu Dubé et Mme Linda Lapointe ont été députés pour trois partis politiques différents. Après avoir écouté aux extraits des balados-diffusion, les étudiants sont invités à utiliser le diagramme Venn sur l'écran afin d'organiser les expériences uniques ainsi que des expériences semblables vécues par chacun. On croit que cet exercice permet vraiment aux étudiants de voir au-delà des lignes de parti et de comprendre les parallèles ainsi que les expériences communes et individuelles. Et sur ça, j'aimerais vous souhaiter remercier en fait pour votre écoute active. J'espère que cette présentation et puis encore ces ressources d'apprentissage vous seront utiles. J'invite maintenant vos réflexions, vos questions si jamais vous en avez et vos commentaires. Bien, merci beaucoup, Chloé. C'est vraiment intéressant. La première question qui m'est venue en voyant les différents modèles d'activités proposés, c'est est-ce que vous avez déjà expérimenté ça avec des élèves et avez-vous des exemples de réponses que les élèves pouvaient donner à différentes questions qui leur étaient posées? Oui, excellente question. Merci, Rémi. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'exemple avec d'étudiants, mais comme vous le mentionnez, c'est sûr que ça serait intéressant de voir quels thèmes ou quelles idées ressortent à travers des exercices. Alors, je pense en mettant cette session en ligne aussi, assurant que les étudiants ont tout ce qu'il faut pour mettre en place ou vraiment utiliser ces activités dans leurs classes, ça serait bien. Et de recevoir ces rétroactions, oui. Oui, Je posais on la question espère parce que que, tous les oh, membres excuse-moi. du REF pourraient l'utiliser avec leurs élèves et on Mhm. pourrait entendre les voix de tout partout au pays. Mhm. Oui, parce que ça respecte, on voit la structure des activités, le pré-écoute, écoute, post-écoute, ça respecte Mhm. bien les temps d'apprentissage, Mhm. préparer l'élève, le mettre en projet. Donc, Mhm. vous avez vraiment une structure là, adéquate là, pour amener ça en classe. Excellent, merci. Puis une autre question qui me vient, on a beaucoup le volet francophone, on a les députés qui proviennent du Mhm. Québec qui ont été Oui. interrogés, mais est-ce qu'il y a des francophones hors Québec qui ont été impliqués aussi dans le processus? En fait, tous les députés qui se sont déclarés ou qui se sont identifiés en tant que francophones ont été invités à participer et c'est vraiment ceux du Québec qui nous sommes revenus avec pour participer. Mais c'est sûr que c'est un début pour nous. C'est la première fois en fait que les entrevues ont eu lieu en français. Alors, je pense que dans le futur, espérons qu'il y a d'autres occasions pour interviewer d'autres. Comme Mme Lapointe l'avait mentionné, même on sait en Ontario, les Franco-Ontariens, c'est une grande population de francophones, en fait, qui parlent le français, et aussi au Nouveau-Brunswick. Alors, Oui, et je viens juste d'y penser que c'est une belle piste d'action citoyenne pour les élèves, pour demander à leurs députés, ben, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas participé à cette expérience aussi, ou bien leurs anciens députés, mais s'il y en a d'autres de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de tout partout, qui pourraient y participer, les élèves pouvons un peu aider la cause.
Mhm. Je pensais souvent à comparer les positions, les réalités, parce que bon, les députés du Québec parlent de leur point de vue. Donc, Mhm. eux qui sont transportés à Ottawa dans un contexte, mais ils vivaient et leur travail de circonscription se faisait dans un milieu francophone. Mhm. Là, le fait d'avoir des Franco hors Québec pour Mhm. amener une autre perspective, amener les élèves à discuter comment c'est quand on travaille dans un milieu plutôt homogène et quand on est dans un milieu confronté là, Mhm. à veiller à protéger là, sa culture, hein. Ou bien Effectivement. contacter leur député en ce Mhm. moment pour leur demander des questions comme ça. Mhm. Une autre question, Chloé, que j'ai en début de présentation, il y avait des volumes qui étaient présentés. Oui. On les avait à l'écran en anglais. Est-ce que c'est des volumes qui existent également en français? À ce que je sache, elles n'ont pas été traduites. Je peux poser, ça c'est une question, je peux vous revenir voir si on a fait même une analyse, s'il y a de quoi du rapport, même un sommaire qui est disponible en français, Mhm. mais je pense qu'ils sont uniquement en anglais pour le moment. Parce que pour outiller les enseignants, ça pourrait être Mhm. pertinent, hein. Oui, une autre bonne remarque, merci. Ouais, en plus, il y a des belles histoires du temps passé qui étaient qui sont vraiment pertinentes pour les élèves et Mhm. les enseignants, c'est sûr. Mhm. Encore là, on revoit des thèmes qui ressortent aussi au fil des années, même depuis 2008. Il y a toujours c'est les enjeux qui préoccupaient des anciens députés ou les élus à ce temps-là aussi. C'est toujours des défis ou des enjeux qu'on voit aujourd'hui. Alors, oui, comme vous le dites, c'est de la bonne lecture. Bien, alors Chloé, on vous remercie beaucoup pour faire cet webinaire pour nos membres. On va les poster sur le site web, sur nos Mhm. chaînes YouTube, et puis on va en diffuser encore. On continue chez les congrès des enseignants, et les gens aiment le concept, aiment les balados Mhm. beaucoup. Tout le monde à qui j'ai parlé était vraiment impressionné par la qualité, non seulement des balados, mais aussi de les ressources que le reste a composées nous-mêmes. Alors, Mhm. nous sommes vraiment contents de travailler avec vous. Excellent. C'est réciproque. Merci à vous de vous libérer ce soir. OK. Merci infiniment.